Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans LCI Midi Week-end. Au programme, aujourd'hui, ces nouvelles attaques russes massives dans la nuit sur plusieurs régions ukrainiennes. 300 drones, 30 missiles, le tout alors que les Ukrainiens attendent impatiemment plus d'armes et notamment ces fameux patriotes promis par Donald Trump. Il y a urgence, mais la livraison risque de prendre des mois. La Russie, on le voit, accélère sur tous les fronts. Nous verrons si les nouvelles sanctions européennes peuvent avoir un effet. Aux États-Unis, la riposte de Donald Trump contre le Wall Street Journal qui révèle une lettre obscène que le président américain aurait adressée à Jeffrey Epstein. Le président américain contre-attaque, il lance un procès contre le journal du milliardaire Murdoch. Cette affaire peut-elle empoisonner son mandat? Cette affaire divise en tout cas pour la première fois jusque dans son propre camp. Et puis ne manquez pas, à 14h, notre documentaire LCI sur les relations dangereuses entre Donald Trump et Vladimir Poutine, ces liaisons dangereuses qui bouleversent notre ordre mondial. Pour l'instant, c'est l'heure de toute l'actualité de notre samedi, c'est le JT de Bastien Auger. Bonjour Bastien. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. À la une, dans la tourmente, Donald Trump contre-attaque. Il poursuit en diffamation le Wall Street Journal et lui réclame plus de 10 milliards d'euros. Dans un article quotidien évoquait une lettre salace que le président américain aurait envoyée en 2003 à Jeffrey Epstein, l'homme d'affaires impliqué dans des scandales de pédocriminalité. Les explications avec Camila Campuzano. La question est embarrassante. Monsieur le Président, avez-vous envoyé cette lettre? Interrogé par les journalistes, Donald Trump refuse de répondre. Réplique sur son réseau social, il annonce poursuivre en justice le Wall Street Journal. Il publie quand même un article faux, malveillant et diffamatoire. S'il y avait la moindre trace de vérité dans le canular Epstein, cette information aurait été révélée. Le président des États-Unis réclame plus de 10 milliards de dollars au quotidien. Il a publié jeudi cet article. On y apprend que Donald Trump, proche de Jeffrey Epstein, lui aurait envoyé une lettre salace avec le dessin d'une femme nue pour son anniversaire en 2003. En même temps, pour satisfaire son électorat le plus radical, le chef d'État demande la publication des documents du dossier Epstein, une affaire qu'il minimisait quelques jours auparavant. Je ne comprends pas pourquoi l'affaire Epstein intéresserait qui que ce soit. C'est plutôt ennuyeux et je ne comprends pas pourquoi ça continue. Je pense qu'il n'y a que des gens très mauvais, y compris des fake news, qui veulent faire durer ce genre d'affaires. Jeffrey Epstein était accusé de trafic sexuel et pédocriminalité. Il a été retrouvé mort dans sa cellule avant de pouvoir être jugé. Et ce matin, le Wall Street Journal maintient ses informations et annonce, je cite, qu'il se défendra vigoureusement. En Ukraine maintenant, de nouvelles attaques, notamment cette nuit dans la ville d'Odessa. Vous voyez, cette nuit, cet immeuble d'habitation qui était en feu. Un habitant de la ville est mort. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, plus de 300 drones et plus de 30 missiles de différents types ont été lancés contre nos villes. 6 personnes, dit-il, ont été blessées, dont un enfant. Malheureusement, une personne a été tuée. Je présente mes condoléances à sa famille et à ses proches. Fin de citation. Alors que la Russie, de son côté, dit avoir intercepté 87 drones ukrainiens. En Syrie, maintenant, la présidence annonce un cessez-le-feu immédiat. La province de Soueïda et appelle à la fin de ces affrontements entre communautés. Plus de 700 personnes sont mortes en une semaine, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le président s'engage à protéger les minorités. Ses troupes commencent à revenir dans la région après l'accord conclu avec Israël. Et ces incendies encore dans les Bouches-du-Rhône. Oui, à Martigues, le feu est enfin fixé ce matin. Après avoir ravagé 250 hectares de forêt et mobilisé encore ce matin quelques 300 pompiers. Le point sur place avec notre équipe, Laura Lady et Camille Sour. Oui, comme vous pouvez le voir ici, les équipes se relaient. Regardez, juste derrière moi, ce camion de pompiers, cette équipe des Landes qui donc est en train de projeter avec ce canon énormément d'eau pour aller éteindre les points chauds. Ce camion qui contient à peu près plus de 5000 litres d'eau. Donc l'objectif, c'est vraiment aller éteindre les points chauds, puisque comme vous pouvez le voir, déjà sur le sol, on peut le voir, tous les points brûlés sont à côté de végétation. Et c'est justement ça le problème. Les points chauds
chaud à proximité de la végétation. Et donc cette équipe ici des Landes est sur place et elle se relaie avec d'autres équipes. On a croisé tout à l'heure une équipe des Bouches-du-Rhône et ils ont fait ça d'ailleurs toute la nuit. Ils ont peu dormi puisque l'objectif était vraiment de superviser, de capter les zones où le feu pouvait possiblement reprendre. Ils sont toujours 300 sur place. Ils vont avoir une réorganisation dans la journée. Et le point positif, c'est cette pluie qui pourrait arriver dès demain. Et plus au nord, ce sont les risques d'orage qui planent sur le centre-est du pays. 9 départements sont en vigilance orange jusqu'à ce soir. Prudence, notamment sur les routes. Et justement, sur les routes, il faut de la patience aujourd'hui, premier week-end de chassé-croisé. Et regardez les prévisions de Bison Futé, elles sont rouges partout dans le sens des départs et rouges aussi dans le nord-ouest et dans le sud-est, dans le sens des retours. Malheureusement, pas d'exploit pour les Bleus. On parle de rugby. Ils ont été battus tout à l'heure 29-19 par la Nouvelle-Zélande. 3e défaite en 3 matchs face aux All Blacks. Les Français repartent donc bredouille de cette tournée de préparation. Elle, en revanche, y croit plus que jamais. On parle de foot cette fois-ci, des joueuses de l'équipe de France qui vont tenter ce soir d'arracher une place pour les demi-finales de l'Euro. Mais pour ça, il faudra battre leur bête noire, l'Allemagne. Écoutez le sélectionneur de l'équipe de France au micro de Christophe Abel et Loïc Gorgébus. On doit oser, on ne doit pas avoir peur de cette équipe, on doit jouer notre football sans complexe, avec beaucoup d'envie, beaucoup de confiance, comme elles le font tous les jours à l'entraînement et comme elles l'ont montré sur les matchs de poule. Match à suivre ce soir à 21h sur TF1. En attendant, vous retrouvez Isabelle Moreau. Merci beaucoup Bastien. Et allez les Bleus, on parle de politique maintenant avec ces déclarations dans le Figaro de Bruno Retailleau qui durcit le ton et pas qu'un peu. Le ministre de l'Intérieur prend à nouveau ses distances avec François Bayrou et Emmanuel Macron. La charge est conséquente et ça commence par la relation diplomatique avec l'Algérie pour laquelle il prône, vous le savez, un rapport de force. On en parle avec notre éditorialiste politique Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour. Et avec notre journaliste politique TF1 LCI, Frédéric Delpech, bonjour. Bonjour. À vous. Alors, Bruno Retailleau n'y va pas de main morte, c'est le moins qu'on puisse dire. La diplomatie des bons sentiments a échoué, dit-il. Il faut changer de ton, assumer un rapport de force que le pouvoir algérien a lui-même choisi. Bruno Retailleau l'a déjà dit, le fait qu'il le redise là, maintenant, Arlette, ça n'a rien d'anodin, certainement. Ben non, parce qu'on arrive un peu au bout d'une séquence. Évidemment, il avait prôné le bras de fer. Le président de la République avait préféré la diplomatie. Donc, du côté du Quai d'Orsay, on verra sans doute tout à l'heure la réaction de Jean-Noël Barrot, le commentaire et la réplique faite à Bruno Retailleau. Donc, c'est en gros silence, on discute. Le président français appelle son homologue, le président Tebboune en Algérie. On attend une grâce présidentielle à l'occasion de la fête, effectivement, de l'indépendance. Bon, et puis il ne se passe rien. On apprend que la France a un deuxième ressortissant journaliste qui est lui aussi incarcéré. Donc rien n'avance. Et sur le dossier qui est à l'origine vraiment du conflit, c'est-à-dire les OQTF et les laissez-passer consulaires que ne donne pas l'Algérie, rien non plus n'a bougé. Donc au fond, Bruno Retailleau dit aujourd'hui il faut en tirer les conséquences. Voilà, c'est-à-dire assumer le bras de fer, mesures de rétorsion, soit sur les visas, il y a quand même une panoplie, visas accordés des Algériens aux responsables algériens, jusqu'à la mise en cause des accords de 68 dont on parle beaucoup. Donc on verra. Ce qu'il annonce aussi Bruno Retailleau, c'est une rencontre avec le président de la République en début de semaine. Oui, c'est quand même le président de la République qui détermine effectivement les choix de la France. On va voir comment se passe effectivement cet entretien. Effectivement, il dit « Je le dirai au président de la République que je dois voir la semaine prochaine », qui est une façon aussi de durcir le ton. On a vu, comme vous parliez, Arlette, effectivement, la réaction de Jean-Noël Barrot, du Quai d'Orsay, qui dit il n'y a ni diplomatie des bons sentiments, ni diplomatie du ressentiment. Il y a juste de la diplomatie. On sent que la fracture là, est consommée et mise sur la table, mise sur le devant de la scène, très clairement, par Bruno Retailleau.
Alors en fait, Bruno Retailleau redit ce qu'il avait déjà dit il y a plusieurs semaines, mais il le redit alors que Emmanuel Macron avait recadré et avait demandé à chaque ministre de s'occuper de ses attributions et avait demandé à François Bayrou de faire régner un peu plus d'ordre dans le gouvernement. Et Bruno Retailleau, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'affranchit totalement de cette mise en garde et aujourd'hui il sort du bois, alors il s'en prend de cette façon à Emmanuel Macron parce qu'il va à l'encontre de la politique de diplomatie qu'a poursuivi Emmanuel Macron jusqu'à présent sur la question algérienne. Et puis il s'en prend également, on en parlera peut-être après, à François Bayrou parce qu'il il prend ses distances, c'est le moins qu'on puisse dire, avec le projet de budget de François Bayrou pour 2026 en estimant qu'il n'était pas assez ambitieux, qu'il faut revoir certains points comme les jours fériés ou supprimer l'AME par exemple, parmi les propositions qu'il met sur la table. Bref, on a un ministre de l'Intérieur d'abord qui fait du bruit. Qui fait du bruit, qui retourne dans des domaines qui ne sont pas ses domaines d'attribution, quand même, parce que la question algérienne, c'est la prérogative du chef de l'État et du ministre des Affaires étrangères, et qui donc est en désaccord avec la ligne qu'avait pourtant édictée Emmanuel Macron. Donc l'explication de texte, elle va être sans doute assez sérieuse avec Emmanuel Macron quand ils vont se voir. Il y aura sans doute aussi une autre explication de texte avec François Bayrou parce que la les cohésion ministres gouvernementale doivent solidarité au Premier ministre et soutenir son plan pour 2026 et c'est pas le cas. Il commence déjà à tirer le tapis sous les pieds de François Bayrou, donc ça va sans doute provoquer un certain nombre de remous dans les jours qui viennent. Oui, et puis le président algérien Tebboune avait dit, moi mon seul interlocuteur c'est Emmanuel Macron. C'est le président de la République et le président de la République avait salué en quelque sorte la sagesse du président Tebboune. Donc on s'était dit que le lien, effectivement, les relations qu'on avait beaucoup mises en avant entre Emmanuel Macron et le président Tebboune étaient au fond la meilleure solution ou la meilleure idée, le meilleur chemin pour obtenir effectivement un accord entre l'Algérie et la France. Donc visiblement, ça ne donne rien. Et Bruno Retailleau, il se retrouve surtout avec ces Algériens sous OQTF qui sont toujours dans des centres de rétention et qui attendent le laissez-passer pour rentrer ou être expulsés vers l'Algérie, ce qui n'est pas le cas, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il joue là ? C'est une rampe de lancement pour 2027, Bruno Retailleau ? Il est président de parti, Bruno Retailleau. Donc quand vous avez déjà un ministre de l'Intérieur, il n'y a pas d'accord il faut toujours rappeler qu'il n'y a pas d'accord de gouvernement entre les LR, le groupe central, et tout ça devient le groupe de soutien à François Bayrou, avec des guillemets sur le soutien, parce qu'il est à géométrie variable, tantôt du côté des macronistes, tantôt des LR. Il est président d'un parti. Et Laurent Wauquiez a dit le budget, on va l'améliorer, on va essayer de le modifier. C'est ce que dit vraiment Bruno Retailleau. Il faut l'améliorer, le corriger. Donc, il y a le problème de l'Algérie. Ça, c'est sa mission. Ministre de l'Intérieur, il est responsable, effectivement, des départs des OQTF. Et puis, il y a la politique et le budget. Et là aussi, il va faire des propositions. Alors, c'est compliqué au sein du gouvernement, mais c'est compliqué aussi chez les Républicains. Parce qu'il y a des tensions qui sont en train de voir le jour entre l'ancien Premier ministre Michel Barnier qui annonce sa candidature dans la 2e circonscription de Paris. Ça, c'est à l'occasion d'une élection législative partielle. Il précise, Michel Barnier, qu'il n'a aucune ambition municipale, mais ça a tout de suite fait réagir Rachida Dati qui a décidé de préserver son territoire.